Regardez ces gens, ils traversent une rue à Tokyo, et pendant qu'ils traversent, ils voyagent dans le temps, vers le futur, à raison d'une seconde par seconde. Bon, dit comme ça, c'est une blague. Sauf que la physique dit quelque chose de beaucoup plus sérieux. Cette vitesse-là, une seconde par seconde, elle n'est pas la même pour tout le monde, et on sait la mesurer. Octobre 1971. Deux physiciens américains, Joseph Affelé et Richard Keating, embarquent 4 horloges atomiques au césium sur des vols de ligne ordinaires. Pas une fusée, pas un laboratoire. Des vols commerciaux. Ils font le tour du monde vers l'est, puis vers l'ouest, et ils rentrent comparer leurs horloges avec celles restées au sol, à l'observatoire naval de Washington. Alors, résultat, vers l'est, les horloges embarquées avaient perdu 59 milliardièmes de seconde. Vers l'ouest, elles en avaient gagné 273. Et c'était exactement ce que la relativité prédisait, parce qu'il y a deux effets, et ils ne vont pas dans le même sens. Le premier vient de la vitesse, une horloge qui se déplace bas plus lentement. Le second vient de l'altitude. Plus on s'éloigne de la Terre, plus la gravité faiblit, et plus une horloge bat vite. Selon la direction du vol, les deux se renforcent ou se compensent. Ce n'est pas une curiosité de laboratoire, vous vous en servez tous les jours. Les satellites de navigation tournent à 20 000 km au-dessus de nos têtes. Là-haut, la gravité est plus faible. Leurs horloges prennent 45 millionièmes de seconde d'avance par jour. Mais ils filent aussi très vite, ce qui leur en fait perdre 7. Reste 38 millionièmes de seconde d'avance chaque jour. Sans cette correction, votre position dériverait d'une dizaine de kilomètres par jour. Voici ce qu'on voit dans une chambre à brouillard. Chaque filament est la trace d'une particule chargée qui vient de traverser la vapeur. Celles-là sortent d'une petite source radioactive, posée là exprès. Mais le même appareil révèle un tout autre visiteur, qui lui tombe du ciel. Le muon. Les muons naissent tout en haut de l'atmosphère, à une quinzaine de kilomètres, et ils sont terriblement fragiles. Au repos, un muon se désintègre en un peu plus de 2 millionièmes de seconde. Le temps de vivre, il ne devrait parcourir qu'à peine plus de 600 mètres. Et pourtant, il arrive jusqu'au sol. Au laboratoire européen de physique des particules, on a mis des muons dans un anneau. Leur durée de vie est montée à 64 millionièmes de seconde, 29 fois plus. Et les humains dans tout ça? Eux aussi, bien sûr. Le cosmonaute Oleg Kononenko a passé 1111 jours en orbite, cumulés sur 5 missions. 1111 jours affilés à 28 000 km à l'heure. En redescendant, il avait pris une petite avance sur nous, de l'ordre de 2 ou 3 centièmes de seconde. C'est ridicule, évidemment. C'est aussi, à ce jour, le record du monde du voyage vers le futur. Le plus troublant, c'est qu'on n'a même plus besoin d'aller dans l'espace pour le voir. En 2010, avec 2 horloges à ion d'aluminium, des physiciens ont mesuré la différence entre 2 hauteurs séparées de 33 cm. Une marche d'escalier. Votre tête vieillit plus vite que vos pieds. D'à peu près 90 milliardièmes de seconde sur une vie entière. Et en 2022, une horloge au strontium comme celle-ci a détecté l'écart sur un seul millimètre. Tout cela sort d'une seule théorie, la relativité générale. Et cette théorie, on ne l'a vraiment cru que le jour où elle a fait ce qu'aucune autre ne savait faire. C'est pendant une éclipse totale comme celle-ci, en 1919, qu'on a photographié des étoiles tout près du Soleil, et qu'on a constaté qu'elles n'étaient pas à leur place. La lumière était déviée. L'espace et le temps ne sont donc pas un décor. Ce sont des choses qui se déforment. Alors si on peut ralentir le temps, est-ce qu'on peut le remonter? Pour répondre, les physiciens dessinent ceci. Le temps vers le haut, l'espace sur les côtés. Votre vie, c'est une ligne qui monte, votre ligne d'univers. À chaque instant, vous ne pouvez atteindre que ce qui se trouve à l'intérieur d'un cône, le cône de lumière. Rien ne va plus vite que la lumière, donc rien ne sort du cône. Remonter le temps, ça voudrait dire recourber cette ligne jusqu'à ce qu'elle revienne sur elle-même. Une boucle refermée. Les physiciens appellent ça une courbe de genre temps fermé. Et là, l'histoire devient vraiment étrange. 1949. Kurt Gödel, le logicien, l'ami d'Einstein à Princeton, s'amuse à chercher des solutions aux équations de la relativité. Il en trouve une, un univers entier rempli de matière qui tourne lentement sur lui-même. Dans cet univers-là, les boucles existent. On peut partir, voyager très loin, et revenir avant son propre départ. Alors notre univers ressemble-t-il à celui de Gödel? Non. Le nôtre est en expansion, et il ne tourne pas. Mais la théorie, elle, n'a rien interdit. Depuis, on a trouvé d'autres recettes. La plus connue, c'est le trou de verre. Imaginez un tunnel entre deux points de l'espace. Vous prenez une des deux bouches et vous la promenez très vite, très longtemps.
Par dilatation du temps, cette bouche-là prend du retard sur l'autre. Et le jour où vous les rapprochez, le tunnel ne relie plus seulement deux endroits, il relie deux époques. Vous entrez d'un côté, vous ressortez de l'autre, dans le passé. Que l'espace se courbe à l'extrême, ça, on en est sûr. Un trou noir, c'est exactement ça. Mais attention, un trou noir n'est pas un tunnel. Rien n'en ressort. Le tunnel, lui, a un prix. En 1988, Michael Morris et Kip Thorne ont calculé ce qu'il faut pour le tenir ouvert. De la matière à énergie négative. Alors précisons, parce qu'on lit n'importe quoi là-dessus. L'énergie négative existe. On sait en fabriquer entre deux plaques métalliques très rapprochées. C'est l'effet Casimir. Le problème, ce n'est pas l'impossibilité, c'est la quantité. Thorne parlait d'une masse de Jupiter, pour une gorge de quelques dizaines de mètres. Admettons quand même. Admettons qu'on y arrive un jour. C'est là que les ennuis commencent, et ils ne sont pas techniques, ils sont logiques. Parce que tout ce que nous appelons comprendre repose sur une seule idée, la cause vient avant l'effet. Le premier domino tombe, le deuxième tombe, et jamais l'inverse. Que se passe-t-il alors si on plie cette ligne en rond? Le romancier français René Barjavel lui a donné sa forme la plus connue en 1943 dans Le Voyageur imprudent. Vous remontez le temps. Vous tuez votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Donc votre père ne naît pas, donc vous ne naissez pas. Donc vous ne remontez pas le temps. Donc votre grand-père est vivant. Donc vous naissez et vous repartez le tuer. La boucle ne se referme jamais. Et attention, ce n'est pas une histoire improbable. C'est une histoire qui n'a aucun état possible, aucun. Alors les physiciens ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont remplacé le grand-père par quelque chose de plus simple. Une bille de billard. Joseph Polchinski propose ceci. On lance une bille dans un trou de verre. Elle ressort dans le passé. Et elle vient frapper elle-même, en plus jeune. Le choc la dévie. Déviée, elle rate l'entrée du tunnel. Donc elle ne revient pas. Donc elle ne se frappe pas. Donc elle entre. Même impasse que le grand-père. Mais cette fois avec un objet qu'on sait mettre en équation. Ces deux hommes ont passé des années sur cette question. À gauche, Kip Thorne, prix Nobel de physique. À droite, Igor Novikov, l'astrophysicien russe. Novikov a proposé une règle d'une simplicité brutale. Parmi toutes les histoires imaginables, seules se produisent celles qui sont cohérentes avec elles-mêmes. Pas d'interdiction, pas de police du temps. Simplement, les histoires qui se contredisent n'ont pas lieu parce qu'elles ne peuvent pas avoir lieu. Et sur la bille de billard, ça marche. En 1991, Fernando Echeverría, Gunnar Klinkhammer et Kip Thorne ont refait le calcul jusqu'au bout. Il existe bel et bien une trajectoire où la bille, revenue du passé, se frôle elle-même. Juste assez pour se dévier vers l'entrée du tunnel, et non pas pour la manquer. Le choc est la cause de la trajectoire, et la trajectoire est la cause du choc. Tout se tient. Mais le vrai résultat est encore plus déroutant. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Et pour certains coups, une infinité. Vous voyez le renversement, le grand-père n'est pas sauvé par une loi. Il est sauvé parce que l'histoire où on le tue n'est tout simplement pas au menu des histoires possibles. Ce qui nous amène au paradoxe le plus vicieux de tous. Celui-là ne contredit rien, et c'est justement le problème. Supposez qu'un voyageur reçoive, de son futur lui-même, les plans de la machine à voyager dans le temps. Il la construit. Plus tard, il remonte le temps, et il donne les plans à son moi plus jeune. Tout est cohérent, rien ne cloche, sauf une question. Qui a inventé la machine? Personne. L'information tourne en rond, sans avoir jamais eu d'origine. On appelle ça une boucle causale. Face à tout ça, Stephen Hawking a proposé en 1992 une idée qu'il appelait la protection chronologique. Selon lui, les lois de la physique conspirent pour empêcher ces boucles d'apparaître. Pour rendre, disait-il, l'univers sûr pour les historiens. Attention, c'est une conjecture, elle n'est pas démontrée. Alors Hawking a tenté l'expérience. Le 28 juin 2009, dans ce collège de Cambridge, il a organisé une réception pour voyageurs du temps. Et il n'a envoyé les invitations que le lendemain. Personne n'est venu. Mais l'obstacle le plus solide n'est peut-être pas celui-là. Regardez cette encre. Elle se disperse. Elle ne se rassemblera jamais toute seule. Et remarquez bien, aucune loi de la physique ne le lui interdit. C'est simplement que le nombre de façons d'être mélangées écrase le nombre de façons d'être rangées. C'est ça, la flèche du temps. Elle ne vient pas des équations, qui fonctionnent aussi bien dans les deux sens. Elle vient du désordre, qui ne fait que croître. Alors, voyager vers le futur, c'est fait, c'est mesuré, et c'est même corrigé dans votre téléphone. Voyager vers le passé. La théorie ne dit pas non, mais elle réclame une matière qui n'existe peut-être pas, et elle laisse derrière elle des questions que personne n'a refermées.
Ce ciel que vous regardez, d'ailleurs, c'est déjà du passé. La lumière de ces étoiles a mis des années à venir jusqu'à vous. Nous ne voyons jamais le présent. Nous ne voyons que ce qui, enfin, finit par nous arriver.